Pour la plupart des gens, un vélo, c'est juste un moyen d'aller d'un point A à un point B, aller au travail, faire une course ou simplement se déplacer. Mais pour d'autres, c'est bien plus que ça. C'est une machine capable de procurer des sensations uniques. Un sport, un mode de vie, parfois même une obsession. Avec un vélo, certains traversent des continents, d'autres dévalent des montagnes et vont même jusqu'à sauter des falaises. Aujourd'hui, tout ça paraît presque normal. Mais si c'est possible, c'est grâce à une chose, l'évolution du vélo. Parce qu'avant le carbone, les suspensions et la technologie moderne, le vélo n'était qu'une simple machine en bois, sans pédales et même sans frein. Mais alors, comment on en est arrivé là ? Incroyable! Le Tour de France a trouvé son maître. C'était l'objectif du prix. Encore là, he comes over the top of the corner. Si vous faites du vélo aujourd'hui, peu importe la discipline que vous pratiquez, vous faites partie d'une histoire vieille de plus de 200 ans. Une histoire faite d'inventions folles, de révolutions technologiques et de passionnés qui ont changé le monde sur deux roues. Dans cette vidéo, nous allons remonter à l'origine de tout pour comprendre comment une simple idée est devenue l'un des objets les plus importants de l'histoire moderne. D'ailleurs, selon vous, comment est né le vélo ? Est-ce le fruit d'une invention de génie, une solution à un problème ou simplement un pur hasard ? Dites-moi en commentaire avant que l'on découvre tout ça dans quelques instants. Au début du 19e siècle, l'Europe traverse une crise étrange. Tout commence avec l'éruption du volcan Tambora. Cet événement projette d'énormes quantités de cendres et d'aérosols dans l'atmosphère, provoquant un refroidissement brutal sur une grande partie du globe. Alors je sais, vous vous dites sûrement, quel est le rapport avec le vélo ? Eh bien vous allez voir, c'est là que ça prend tout son sens. À la suite de cette éruption, l'Europe connaît un été 1816 glacial. Les récoltes sont détruites, la famine s'installe et les chevaux, véritables rois du transport à l'époque, disparaissent en grand nombre. Et sans cheval, comment se déplacer ? Il faut inventer autre chose. Et un an plus tard, en 1817, un baron allemand du nom de Karl Drais von Zurbrunn présente une machine étrange. Un cadre en bois, 2 roues et pas de pédale. Oui, pas de pédale. Pour avancer, il fallait pousser avec les pieds, exactement comme sur la draisienne que vous avez connue quand vous étiez enfant. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Pour la première fois, l'homme pouvait se déplacer plus vite qu'à pied et sans cheval. Bon, à présent, on a une draisienne. C'est un bon début, mais soyons honnêtes, on est encore loin du vélo qu'on connaît tous. Parce qu'il faut se le dire, une draisienne, ça n'avance pas très vite. Même en courant à côté, on pourrait presque la doubler. Ajoutez à cela le manque de confort et la difficulté à l'utiliser. Bref, il y a encore du travail. Pendant des décennies, inventeurs et ingénieurs vont tenter d'améliorer cette drôle de machine. Et c'est en France qu'une des premières innovations majeures fait son apparition, les pédales. Alors oui, la date exacte et le nom du véritable inventeur restent flous, en raison d'une petite guéguerre d'inventeurs comme souvent à l'époque. Ce que l'on sait en revanche, c'est que les premiers vélocipèdes à pédales sont commercialisés vers 1867 et rencontrent un véritable succès. Ah, et oui, à ce moment-là, on ne parle pas encore de bicyclette ou de vélo. Non, le terme officiel, c'est vélocipède, en latin velox, qui veut dire rapide, et pedis, qui se traduit par pied, littéralement pied rapide. Ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'on parlera de vélo, un terme plus court et plus moderne. Bref, revenons-en à nos pédales. À présent, on peut avancer sans toucher le sol avec les pieds. Mais attention, ces premiers modèles de vélocipèdes ne sont pas vraiment confortables non plus. Si peu confortables en fait que les gens commencent à les appeler les secouos. Et oui, à l'époque, les roues sont en métal et les routes en pavé. Et je vous laisse imaginer l'état de vos fesses après 20 km. En 1884, John Kemp Starley de la Coventry Sewing Machine Company, qui deviendra plus tard Rover, met au point une invention décisive, la bicyclette de sécurité. S'ensuivent alors plusieurs évolutions majeures, la transmission dans un premier temps, car oui, jusque-là, les pédales étaient fixées directement sur une des 2 roues, ce qui posait 2 problèmes majeurs, une vitesse réduite et des difficultés à pédaler à la moindre montée. C'était sans compter sur la trouvaille de l'horloger Julien Benjamin Roussel de propulser un vélocipède à l'aide d'une transmission par chaîne sans fin. Une idée qui sera améliorée quelques années plus tard par Charles Denot en ajoutant 2 vitesses à la roue motrice, l'une pour démarrer et gravir les côtes et l'autre pour rouler à grande vitesse. Il fixe ainsi définitivement les caractéristiques du vélo moderne,
une roue avant directrice et une roue arrière motrice. En parallèle de cela, une autre invention se développe. Certains d'entre vous ont peut-être déjà deviné de quoi il s'agit. Les pneus. Et oui, en 1888, un vétérinaire écossais du nom de John Boyd Dunlop dépose un brevet pour un pneu gonflable. Oui, vous avez bien entendu, Dunlop. Son idée est simple mais ingénieuse, remplacer les roues dures par un coussin d'air. Bon, évidemment, les premiers pneus sont bien loin de ce que l'on connaît actuellement. Ils sont peu adhérents, assez rudimentaires et difficiles à réparer. Un problème auquel le cycliste Grand-Pierre va être confronté un an plus tard en crevant par hasard devant l'usine Michelin, qui à cette époque travaillait le caoutchouc. Mais non! Mais hasard de dingue! Il cherche alors une solution avec les employés de l'usine et invente ensemble le pneu démontable avec chambre à air, qui peut être retiré et réparé facilement. Et oui, tout comme son concurrent, Michelin était déjà dans le game au 19e siècle. Et forcément, l'invention du pneu, ça change tout. Plus de confort, plus de vitesse et surtout plus sécuritaire. Par conséquent, les ventes se multiplient. Et avec l'arrivée des pneus modernes, une autre amélioration devient possible, les freins. Dans les années 1890, les premiers freins à mâchoire apparaissent, proches de ceux qu'on utilise encore aujourd'hui. Et oui, parce qu'avant ça, les vélos avaient souvent des pignons fixes. En clair, pour ralentir, il fallait résister avec les jambes. Pas très pratique et surtout dangereux. Alors là, je sais ce que certains vont dire. Ouais, mais attends, t'as oublié les vieux vélos bizarres là. Ceux avec une roue énorme devant et une minuscule derrière. Créés en 1872 en Angleterre, ces vélos se nomment des Ordinary. Ils deviennent extrêmement populaires pendant un temps, mais surtout auprès des classes aisées, car ils sont chers. De plus, leur position instable au centre de gravité très haut les rend dangereux. Bref, pas l'engin des plus rassurants. Et surtout, malgré son image iconique, l'Ordinary ne constitue pas une évolution durable du vélo, une sorte d'impasse technologique. Bref, revenons-en à notre bon vieux vélocipède. À partir de ce moment-là, tout s'accélère. Ce dernier, en plus d'être muni d'une chaîne, il possède deux roues de taille similaire. Le cycliste n'est plus perché au-dessus d'une énorme roue avant, mais positionné plus bas et légèrement en arrière, ce qui réduit drastiquement le nombre de chutes. Oui, parce qu'à l'époque, il y en a un paquet qu'on fait des soleils. À la fin du 19e siècle, la bicyclette entre dans l'ère industrielle. En France, de grandes marques comme Peugeot, Manufrance ou Mercier lancent une production à grande échelle et font chuter les prix. Pour la première fois, les ouvriers peuvent s'offrir un vélo. En quelques décennies à peine, la bicyclette envahit les villes. Dans le livre Le vélo, la liberté, on parle même de folie de la bicyclette. D'ailleurs, pour la petite anecdote, au cours de mes recherches, j'ai vu qu'en 1902, c'est plus de 500 brevets concernant le vélo qui ont été déposés à l'INPI, et ce, uniquement en France. Je trouve ça dingue. En clair, le vélo n'est plus seulement un objet de loisir, il devient un véritable moyen de transport. Ouvriers, sportifs, explorateurs, hommes comme femmes, tout le monde s'y met. Pour beaucoup, c'est la première machine qui offre une vraie liberté de mouvement. Pour d'autres, c'est une invitation à découvrir le monde. Certains vont même jusqu'à imaginer une idée complètement folle, faire le tour du monde à vélo. C'est le défi que s'est lancé l'aventurière américaine Annie Cohen-Kopchowski à la suite d'un pari. Et son objectif n'est pas seulement sportif. Et oui, à une époque où les droits des femmes étaient encore très limités, le vélo a joué un rôle majeur dans leur émancipation et les débuts du combat féministe. C'est une des raisons qui pousse Annie à réaliser ce défi. Elle veut prouver que les femmes peuvent être tout aussi courageuses, libres et intrépides que les hommes. Le 25 juin 1894, à Boston, devant environ 500 personnes rassemblées sur les marches du palais du gouvernement du Massachusetts, Annie fait une annonce stupéfiante. Sans un sou en poche et armée seulement de quelques vêtements de rechange et d'un revolver, elle déclare qu'elle s'apprête à faire le tour du monde seule avec sa bicyclette Columbia. Un pari complètement fou qu'elle réussira pourtant à réaliser en à peine 15 mois. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça fou. Peut-être que certains parmi vous ont d'ailleurs déjà fait un tour du monde. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Évidemment, avec de telles prouesses, les usages du vélo continuent de s'étendre. Ce n'est plus seulement un moyen de transport ou un loisir, mais un sport à part entière. Nous sommes alors en 1891 et une épreuve que tout le monde connaît aujourd'hui voit le jour. Le Paris-Brest-Paris. Créé par le journal Le Petit Journal pour attirer l'attention et faire parler de lui, cette course longue de plus de 1200 km sera remportée par Charles Théron, équipé de pneus Michelin démontables. Oui, ces mêmes pneus développés suite à la crevaison de notre cher Grand-Pierre qui passait aux abords de l'usine Michelin 2 ans auparavant. Avec ces pneus, Théron ne crèvera que 5 fois,
Mais contrairement aux autres concurrents, il peut réparer rapidement et repartir, ce qui lui permet ainsi de franchir la ligne avec plus de 7 heures d'avance sur son poursuivant et plus d'1 jour sur le troisième. Combien? Preuve que l'innovation ne fait pas que progresser, elle fait gagner. Et s'il y a bien une épreuve de cyclisme à gagner aujourd'hui, c'est bien le Tour de France. C'est terminé. Tim Merlier qui a une longueur d'avance. Tim Merlier. Jamais Renan a été marqué par... En augmentant de plus en plus le retard qu'ils prennent. Considéré comme la plus grande course de cyclistes au monde, le Tour gagne rapidement en importance et en popularité au fil de ses éditions. La première année, en 1903, le peloton est majoritairement français, mais très vite, la course s'internationalise et à l'heure actuelle, c'est plus de 40 pays différents qui sont représentés selon les années. Le parcours s'allonge, la légende s'agrandit et sa portée dépasse largement les frontières. Diffusé dans près de 190 pays, le Tour de France est devenu le 3e événement sportif le plus regardé au monde, derrière les Jeux Olympiques d'été et la Coupe du Monde de football. Une preuve que le vélo est désormais un pilier majeur du sport mondial. Les fabricants cherchent donc à répondre aux besoins de plus en plus variés des cyclistes, aller plus vite, grimper mieux, être plus efficace. C'est dans ce contexte que Jean Loubert va déposer un nouveau brevet au tout début des années 1900. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être? Roulement de tambour, le dérailleur. Vous savez ce truc qui vous évite de pousser le vélo à la moindre côte ou de mouliner à 1000 à l'heure? D'abord développé en France, le dérailleur est progressivement perfectionné au fil des années. Toutefois, ce n'est qu'à partir des années 1930 que les fédérations de cyclistes européennes autorisent l'utilisation des vitesses en compétition. Avant ça, la plupart des coureurs utilisaient des vélos à 2 vitesses, mais sans dérailleur. La roue arrière possédait un pignon de chaque côté du moyeu, et pour changer de vitesse, il fallait s'arrêter, démonter la roue, la retourner, puis la remonter. Ouais, vraiment. Autant dire que chaque changement coûtait un temps précieux. L'arrivée du dérailleur va donc changer la compétition à tout jamais et faire chuter drastiquement les temps de course. Principalement utilisés sur la route, les vélos étaient développés en conséquence. Mais ça, c'était avant que certains commencent à quitter l'asphalte. Dès les années 50, en France par exemple, des clubs comme le Vélo Cross Club parisien organisent des pratiques plus engagées, en terrain mixte. L'idée est là, mais le matériel, lui, n'est pas encore prêt. Il faut attendre le milieu des années 1970 aux États-Unis pour qu'un véritable tournant s'opère. En Californie, un groupe de passionnés décide de faire quelque chose d'un peu fou. Adapter de vieux vélos, dits cruisers, ces vélos de plage lourds et robustes, pour dévaler les montagnes du comté de Marin. Des descentes chronométrées y sont organisées. Elles sont appelées Repack Race, en référence à la nécessité de régresser les moyeux à tambour qui surchauffent pendant la descente. Et sans le savoir, ces passionnés viennent d'inventer le mountain bike. Le mountain bike, qu'on appelle plus communément VTT pour vélo tout-terrain, va complètement transformer la pratique du vélo. Avec lui arrivent des innovations majeures, des suspensions avant pour absorber les chocs, puis des amortisseurs arrière, des freins à disque pour un freinage plus puissant et plus fiable. Résultat, les vélos deviennent à la fois plus rapides, plus solides et capables d'affronter des terrains de plus en plus extrêmes. Avec ces avancées techniques, les disciplines de VTT se multiplient. Freeride, enduro, VTT descente, le terrain de jeu, lui, s'élargit. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous n'êtes pas sans savoir que je suis moi-même un pratiquant de ces disciplines depuis mon plus jeune âge. Et pour ceux qui ne me connaissaient pas avant cette vidéo, je vous invite à parcourir ma chaîne YouTube sur laquelle vous trouverez un grand nombre de vidéos de VTT en tout genre. Des sorties entre potes, des courts-métrages, des compilations de vidéos virales, bref, je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Mais le VTT n'est pas la seule révolution. D'autres disciplines voient le jour en parallèle. À la fin des années 60 en Californie, à une période où le motocross devient un sport très populaire aux États-Unis, beaucoup de jeunes rêvent de faire du motocross, mais n'ont tout simplement pas les moyens d'avoir une moto. Alors ils improvisent. Avec leur vélo, ils commencent à recréer des courses sur des terrains vagues, en construisant eux-mêmes des bosses et des pistes en terre. Et sans vraiment le savoir, ils viennent d'inventer une nouvelle discipline, le BMX. La compétition de BMX offre à moindre frais et proche de chez soi l'excitation d'un sport d'action.
Un sport extrême qui connaît immédiatement un véritable engouement. Et c'est en Californie, là où il est créé, qu'il devient le plus populaire. Au début des années 1970, une structure de régulation des courses est créée aux États-Unis. On considère aujourd'hui qu'elle marque le début officiel de la compétition. Une discipline qui va franchir les frontières et arriver en Europe à partir de 1978. S'ensuivent les premiers championnats du monde de BMX Race en 1982, avant d'être intégré pour la première fois aux Jeux Olympiques d'été de 2008 à Pékin. En parallèle de tout ça, certains ne se contentent plus de rouler, ils font désormais des figures avec leur vélo et donnent progressivement naissance au BMX Freestyle, au BMX Flatland ou encore plus tard au Slopestyle. De nos jours, il existe une multitude de disciplines cyclistes. Du vélo de route à la DH, en passant par le gravel, le dirt, le trial ou encore le bikepacking, le vélo est devenu un univers immense. Comme vous l'avez vu tout au long de cette vidéo, le vélo, c'est bien plus qu'un simple objet. C'est une longue histoire, une aventure qui dure depuis plus de 200 ans et qui continue d'évoluer. Aujourd'hui, au XXIe siècle, le vélo entre dans une nouvelle ère. Face aux défis environnementaux et à la congestion urbaine, il s'impose comme une solution propre et silencieuse. Les villes aménagent de nouvelles pistes cyclables et proposent même des services de location de vélo. D'après une enquête, près d'un quart des Français pratiquent le vélo régulièrement et plus de 35% l'utilisent au moins une fois par mois. Que ce soit pour aller au travail, pour se déplacer au quotidien ou pour relever des défis sportifs incroyables, le vélo a parcouru un long chemin. Simple au premier abord, il offre en réalité une liberté immense et surtout une infinité d'histoires à raconter. C'est pourquoi je suis très heureux de vous annoncer le lancement d'une toute nouvelle série de vidéos sur cette chaîne YouTube. Un renouveau ayant pour unique objectif, continuer à vous partager cette passion du vélo, à travers des histoires, des anecdotes et des moments inédits. Et je veux que cette série soit aussi la vôtre. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire sur quel sujet vous aimeriez que je fasse une vidéo. Et si ce contenu vous a plu, pensez à vous abonner, activez la cloche pour ne rien manquer. Et il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire, restez connectés.